Bon, bonsoir, chers amis, chers amis. Cette conférence de ce soir, mais je vais vous donner quelques informations. La prochaine conférence ce sera le 9 mars sur les femmes artistes avec Laurence Dionigli, autrice et conférencière. Le jeudi, donc dans cette même salle, le jeudi 23 mars, Est-ce Homo, l'incroyable roman du Suaire, avec Gérard Mourdillat, cinéaste, écrivain. Les conférences du séminaire se poursuivent au local du port, 18 rue François Guizol. Les prochaines, c'est donc le 1er mars, la formation de l'hégémonie bourgeoise en philosophie en France après la Révolution, première partie, et le 15 mars, ce sera la deuxième partie. Je vous informe que nous allons tenir notre Assemblée Générale des Amis de la Liberté, le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, hein, au local de la FGT au 27 rue Smollett. Tous les adhérents sont invités, et ceux qui ne le sont pas, je leur conseille de prendre notre adhésion, 25%, parce que vous savez que nous n'avons pas de subvention, et on paye la location de cette salle, le gardien, avec nos cotisations. Donc ce soir, nous allons aborder les enjeux climatiques sur le couvert des arbres, donc par notre ami ici présent, Patrick Auquillard, maître de conférence en écologie terrestre de l'université de Nice-Sovia Antipolis. Et après, je vous demande d'allumer vos portables quand on aura terminé la conférence, parce que c'est assez désagréable quand ça sonne et puis qu'on n'arrive pas à le couper. Voilà, je vous remercie et je te laisse... Volontiers, voilà. Alors, deux secondes que je m'organise. C'est bon. Bon, en premier lieu, je voulais remercier les Amis de la Liberté de m'autoriser à colporter quelques gaudrioles. Hein. Et puis, je voulais vous remercier, vous aussi. Je pense que vous n'êtes peut-être pas tous des Amis de la Liberté, enfin, je veux dire des membres de l'association. Et donc, je voulais vous remercier personnellement de bien vouloir m'écouter. Voilà. Alors, lorsque M. Crémieux m'a contacté, il m'a laissé une grande liberté sur le choix du thème. Et finalement, nous avons convenu que les problèmes que je connais un peu mieux que les autres qui m'étaient proposés, les problèmes de déforestation et de reforestation, qu'on appelle l'afforestation, hein, dans le milieu de l'ONF, me semblait une thématique qui pouvait intéresser pas mal de monde, d'autant plus que ça touche aussi le problème du changement climatique. Hein. Donc il y a des interactions évidemment entre ces choses-là. Voilà, on va commencer par exposer quelques faits. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je suis resté volontairement assez, tant pis, superficiel, dirons-nous, mais au moins ce que je dirais ne sera pas trop biaisé par des considérations parfois difficiles et pas très rigoureuses. Donc je préfère que nous restions relativement superficiels. Oui, mais il est bien... Ah, voilà. Alors, les faits... Puisqu'on parle de forêt, eh bien c'est la carte de... Bon, c'est très simplifié. De la répartition mondiale des forêts. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Partons de la zone centrale de notre globe terrestre. Commençons par... Ah ben bravo. Ah, voilà. Commençons par la zone centrale en vert ici, qui en fait correspond à l'équateur, et qui est occupée par ces plages de forêts vertes qui sont en fait des forêts tropicales. Hein. Alors, sont regroupées les forêts tropicales et les forêts équatoriales, et même une bonne partie des forêts subtropicales. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu. Et puis, ce qui saute aux yeux, c'est que qu'on aille vers le nord ou qu'on aille vers le sud, on s'aperçoit qu'on a des bandes parallèles. Vous voyez, c'est particulièrement
étonnant ici, c'est pas tant. Et puis ensuite, on a les zones sahariennes ici, on retrouve encore du désert. Et puis, ça s'interrompt, mais en Amérique du Nord, vous voyez qu'ici, on a à nouveau un type de forêt qu'on retrouve ici dans le sud du Chili. Donc, il y a une espèce de symétrie vis-à-vis de l'équateur dans la répartition des forêts mondiales. C'est pas étonnant, pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, lorsque l'on s'éloigne de l'équateur, on a un gradient, bien entendu, un gradient climatique, hein, bien entendu. Et donc le climat change au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, et c'est ce climat, à quelques nuances près, hein, qui va définir des zones forestières. Et on va les regarder les unes après les autres. Donc, prenons un petit voyage vers le nord, hein, on part de l'équateur, les forêts tropicales, et quand on va s'éloigner, on va rencontrer d'abord des zones de... Ça fait partie de ce qu'on appelle les forêts sèches, mais bon, j'aime pas trop ce mot. Ici, il a été cartographié les savanes, puis les zones désertiques, où là, il n'est pas question de forêt, puis enfin, on rentre dans le domaine des forêts, des zones méditerranéennes, hein, qui sont ici, qui ont été appelées chaparral. Chaparral, c'est un terme espagnol. Hein, c'est les anglo-saxons qui nous ont imposé ça. Nous, on parle plutôt de maquis, de garrigues, de choses comme ça, qui chantent, mais bon, eux, ils parlent de chaparral, peu importe. Donc, en fait, c'est la zone du climat méditerranéen, qu'on retrouve d'ailleurs, remarquez bien, y compris en Australie et en Amérique du Nord ou du Sud. Hein, d'ailleurs, vous voyez bien, il y a bien une belle symétrie. Donc, les zones des forêts méditerranéennes, puis les forêts tempérées, ici, qui sont appelées ici sur cette carte les forêts caducifoliées. Ça veut dire que ce sont des forêts qui perdent leurs feuilles en hiver, hein, par opposition à des forêts sempervirantes, c'est-à-dire toujours vertes. Puis, enfin, on rentre dans la zone boréale avec ce figuré marron ici qui représente les taïgas, c'est-à-dire les forêts à base de résineux, et qui sont boréales. Donc, ça veut dire là que nous sommes très au-dessus de 45 degrés, bien entendu, on est déjà dans les 50, 60e degrés de latitude. 70 degrés nord, c'est ici, hein, le cercle polaire passe ici, au ras du Cap Nord. Là. Donc on a les forêts... Et puis au-dessus des forêts boréales, il n'y a plus de forêt. On est dans le domaine de la toundra, c'est-à-dire des végétations herbacées extrêmement basses, mousse, lichen et végétation herbacée, mais très 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 basse. Et puis il y a toutes ces grandes zones bleues là, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les montagnes. Alors là, il y aurait eu lieu de détailler, hein, parce que quand vous le savez bien, quand vous allez dans l'arrière-pays, vous voyez bien qu'au fur et à mesure que vous montez, la végétation change, bien entendu. En fait, qu'est-ce qui change? C'est le climat, de nouveau, mais quand on monte en montagne, eh bien, on va retrouver finalement le même gradient que lorsque l'on monte en latitude. C'est-à-dire qu'on va trouver d'abord des forêts caducifoliées, puis des forêts de résineux, c'est-à-dire la forêt boréale, puis la toundra, c'est-à-dire la zone alpine, hein, pour faire très court. Alors ces montagnes qui zèbrent comme ça les continents, en fait, c'est elles qui modifient les climats de manière longitudinale. Vous voyez ? Ici, nous n'avons pas une bande verte qui serait complètement homogène, parce que vous avez des massifs montagneux qui vont modifier localement les climats. Hein, voilà, c'est ce qui explique un peu cette hétérogénéité que l'on peut voir. Par exemple, ici, on a des zones ici semi-désertiques et avec des grandes zones de prairies semi-arides, qui sont les zones centrales avec le désert du Gobi, et là les grandes plaines mongoles. Donc ce qu'il faut bien retenir là, c'est que le climat détermine des zones de formation forestière très différentes. Ça, c'est le premier fait. Ensuite, on va regarder un petit peu la tête qu'elles ont, ces forêts.
Voilà une forêt tropicale au Costa Rica. Donc on n'est pas à l'équateur, mais on n'est pas très loin, on est à 10 degrés nord là. Vous voyez qu'au Costa Rica, il pleut entre 3000 et 6000 mm par an, entre 3 et 6 mètres d'eau par an. À Nice, on atteint péniblement le mètre. On y arrive pour certaines années, mais c'est difficile. Hein. C'est pas le record absolu. Le record absolu, c'est en Indonésie, il tombe de 9 mètres. Il y a des endroits à Bornéo, c'est 9 mètres d'eau par an. Hein. Enfin là, c'est entre 3 et 6 mètres par an. Et nous avons ce type de végétation. Alors ce sont des forêts qui ont pour caractéristique d'être extrêmement structurées verticalement. C'est-à-dire finalement, on a plusieurs étages qui nous semblent, quand les botanistes et les écologues travaillent là-dessus, ils semblent autonomes. C'est-à-dire qu'il y a un degré d'autonomie de chacune des strates qui se superposent, il y en a en gros 3. Il semblerait que ça fonctionne comme si c'était autonome. Ça n'est pas, bien entendu, il y a des interactions. Hein. Mais c'est ça la structure très caractéristique des forêts équatoriales et tropicales. Et puis vous avez une zone herbacée, c'est-à-dire au niveau du sol, qui est assez importante. Deuxième caractéristique, elles sont énormément de lianes. C'est-à-dire que vous avez des individus, des espèces qui s'enracinent dans le sol et qui vont monter sur les arbres pour atteindre les plus hautes structures. Mais c'est ça qui les caractérise. La deuxième caractéristique, évidemment, c'est la biodiversité. Absolument gigantesque. Le Costa Rica, à lui seul, c'est 70% de la totalité de la biodiversité terrestre mondiale. 70% au Costa Rica. Hein. Donc, alors, bon, il y a des raisons à cette biodiversité, bien entendu, mais c'est vraiment leur caractéristique absolument majeure. Après, il y a d'autres caractéristiques, notamment concernant leur fonctionnement, mais on aura peut-être l'occasion de les aborder un peu plus tard. Je vous disais qu'au-dessus des forêts, enfin je veux dire en latitude, au-dessus des forêts tropicales, vous avez des forêts tropicales sèches. C'est-à-dire que là, il pleut un peu moins. Hein, il pleut entre 1 et 2 mètres par an. Par contre, ce qui est marquant dans ces écosystèmes, c'est que vous avez une mauvaise saison qui apparaît. La mauvaise saison, c'est la saison sèche. Là, ici, vous avez une longue saison sèche, et les espèces qui vivent là, dans ces milieux, ont dû s'adapter à cette saison sèche. Alors que les forêts précédentes que nous avons gardées, il n'y a aucune adaptation à une quelconque sécheresse. C'est bien clair. Donc, ce ne sont pas les mêmes espèces. On change de milieu, on change de climat, on change d'espèces, parce qu'elles ont été sélectionnées pour résister à ce type de milieu-là, où vous avez une très longue saison sèche. Même s'il pleut 2 mètres par an, vous avez une saison sèche. Et ça, c'est très sélectif vis-à-vis des espèces. On continue de monter en latitude, de gagner en latitude, on rencontre la savane. Hein. Bon, est-ce qu'il s'agit encore d'une forêt? Bon, on peut se mettre d'accord là-dessus. Hein. Bon, on va dire que c'est une forêt élémentaire. Alors, en général, elle est dominée par des acacias. Hein. Ça, c'est un acacia. Ici, c'est une savane africaine, bien entendu. Et puis, vous avez des buissons qui parsèment l'écosystème, qui est quand même très dominé par la strate herbacée. Hein. Alors là, la savane, on est dans des domaines semi-arides. Et donc, la pluie intervient une saison courte, et il y a de très très longues saisons de sécheresse, ou disons de déficit hydrique au moins, hein, un peu comme on l'a connu l'an dernier. Donc vous avez des longues saisons sèches, et puis des événements pluviométriques forts, marqués, mais très ramassés, hein, sur une courte période. Ce sont des milieux difficiles, hein, autant vous dire. Alors, la forêt méditerranéenne, on gagne encore en latitude. Je passe sur le Sahara, hein, les zones désertiques, et on arrive au bord de la Méditerranée. La forêt méditerranéenne, alors là c'est
c'est un thème qui à discussion. Qu'est-ce que c'est que la forêt méditerranéenne? Je suis absolument persuadé que la majorité des gens, y compris dans cette salle, quand ils pensent forêt méditerranéenne, ils pensent pinède. Le pin parasol, oui, ou le pin d'Alep, ou le pin méditerranéen. Bon. Eh bien non, vous vous trompez. Tout le monde se trompe. En fait, c'est une chaînée. La forêt méditerranéenne, c'est une chaînée. Vous voyez? Les chênes sont en fait, c'est vraiment l'arbre méditerranéen. Alors, selon l'enrochement, ce sera plutôt le chêne vert. Si on a des sols plus profonds, ce sera le chêne pubescent. Hein, on dit le chêne blanc maintenant. Bon. Si vous êtes sur des zones très siliceuses, je veux dire de type granitique ou volcanique, vous aurez le chêne liège. Voilà. C'est ça la base de la forêt méditerranéenne. Bon, il y a d'autres espèces qui vont avec. Hein. Par exemple, ici, on a des frênes. On peut avoir d'autres espèces en sous-bois. Mais la base de la forêt méditerranéenne, c'est une chaînée. Jusqu'au bord de l'eau. Hein. Jusqu'à 0 mètre, jusqu'au bord de l'eau. Hein. Allez au Cap d'Antibes, vous en avez encore des petits reliquats. Mais alors les pins, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pins? Eh bien, les pins, ce sont ce qu'on appelle des espèces de substitution. C'est-à-dire, si vous décimez la forêt méditerranéenne avec un bel incendie, qu'est-ce qui va repousser le plus vite derrière? Des pins. Hein? Et on pense que le pin d'Alep, qui forme l'essentiel de nos forêts là autour de Nice, le pin d'Alep, en fait, a été importé par les Romains. Ils n'ont pas eu envie de l'importer, mais tout simplement, comme ils ont mis en culture d'énormes surfaces, hein, ils ont défriché beaucoup la forêt méditerranéenne, et bien, suite à des épisodes d'abandon, hein, l'abandon de culture, ça intervient en toute période historique, c'est le pin d'Alep qui s'est installé, tout simplement parce que le pin d'Alep peut germer et survivre en plein soleil, ce que les chênes ont beaucoup de difficultés à faire. Alors si on ne brûle pas la pinède, si on ne la brûle pas, au bout d'un certain temps, les chênes arrivent à se réinstaller en sous-bois, et puis comme ils sont bien plus longévifs, un pin d'Alep ça a 820 ans, hein, pas plus. Comme ils sont beaucoup plus longévifs, le chêne vert c'est 400 ans à peu près, eh bien ils vont prendre le dessus et éliminer le pin d'Alep. Si entre-temps on n'a pas mis le feu, évidemment. Or, on met le feu dans nos forêts méditerranéennes avec une fréquence de l'ordre de 25 ans, à peu près. Tous les 25 ans, ça brûle, en gros. Et donc, le pin d'Alep, perdu, tout simplement. Alors bon, on parlera de la reforestation après, mais c'est là que on peut avoir des disputes hein, entre écologistes et puis... écologues, pardon, les écologistes, disons que c'est les politiques, nous on est des écologues, entre écologues et gens du ministère de l'Agriculture qui sont en charge de reforester. Hein. Donc là, il y a quelques petits problèmes, hein, bien sûr. On gagne encore en altitude, donc on quitte disons qu'on est au-dessus de Montélimar, hein, d'accord? Donc on est dans les forêts de basse altitude. En écologie, on appelle ça l'étage collinéen. Hein, c'est très évocateur, je trouve. Vous imaginez des collines, bon, qui ne dépassent pas les 500 mètres d'altitude, et vous avez une forêt, la forêt tempérée, typique. Alors celle-ci, c'est vraiment la forêt tempérée de chez nous, hein, c'est-à-dire, là c'est une hêtraie tout à fait typique. Vous remarquerez que l'idée préconçue que la forêt est forcément plus riche, avec une plus grande biodiversité qu'une prairie, ou que c'est l'écosystème roi, si j'ose dire, vous remarquerez que ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Si vous allez dans une hêtraie, moi je connais des hêtraies, il n'y a rien dessous, mais rien sur des hectares, ou très peu, epsilon. Hein.
Pourquoi? Ben, d'abord parce que vous avez vu la densité du feuillage, il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive au sol. C'est gênant. Hein, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la qualité des feuilles qui vont faire l'humus en se décomposant n'est pas là. N'est pas là du tout. Elles sont très riches en carbone, pauvres en azote, ce qui fait que les espèces qui sont dessous, qui sont au sol, non seulement elles n'ont pas beaucoup de lumière, mais en plus elles n'ont pas beaucoup pour se nourrir. Et donc vous avez des écosystèmes qui sont relativement pauvres. Hein. Donc ça c'est une idée préconçue aussi, qui dit que les écosystèmes forestiers sont les plus riches en biodiversité. C'est faux. C'est pas toujours exact. Hein. Bon. Continuons. Alors, parmi les forêts tempérées, vous avez un cas un petit peu particulier, qui sont les forêts humides, ce qu'on appelle les forêts humides. Où est-ce qu'on les trouve? Ben, on les trouve sur la côte ouest, Canada et... pas tout le Canada, mais la Colombie-Britannique, et puis vers Seattle, là. On le retrouve ici, la côte pacifique du Chili. On en retrouve un petit peu en Irlande, la côte nord de l'Espagne, c'est-à-dire la Galice, et puis on en retrouve au Japon. Hein. Le Japon, c'est que des forêts humides, et puis sur les îles Sakhalines, hein, qui sont contestées par Poutine, et puis vous en avez en Tasmanie. Hein. Là, voilà. Donc ces forêts humides, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Eh bien, elles sont tempérées, c'est-à-dire que pas de saison très, très chaude ni très froide. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gel, ou très très peu. Si vous allez à l'île de Vancouver, il y a très peu de gel. Il pleut très régulièrement, toute l'année. Donc, il n'y a pas de déficit hydrique. Et le climat est tempéré, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, vous avez ces forêts humides qui sont très luxuriantes. Alors, elles sont très très riches. Là, il y a une biodiversité. Gagnons en altitude, montons un petit peu en altitude, au-dessus donc de notre étage collinéen, commence vers les 1000-1200 mètres, enfin ça dépend des régions, hein. Autour de Nice c'est assez élevé, si vous allez dans le Massif central ce sera beaucoup plus bas. Commencent ce qu'on appelle les forêts de montagne. Alors ces forêts de montagne, elles sont à base typiquement hein, d'espèces caducifoliées, c'est-à-dire qui perdent leurs feuilles en hiver, et généralement ce sont là encore des chênes, mais ce n'est pas les mêmes que les chênes méditerranéens. De l'effet Larsen, c'est moi qui... Hein? Ah, c'est parce que je m'approche trop du... Ouais. Donc, ce sont généralement des forêts mélangées, hêtraies chênées par exemple. Vous avez des hêtraies chênées. Alors c'est le chêne rouvre hein, qui peut monter hein, en même temps en altitude. Donc c'est une forêt caducifoliée. D'accord? Parfois le sapin arrive à s'infiltrer, notamment dans les Pyrénées. Des hêtraies sapinières, c'est très beau, hein, à 6 lys jacinthes. Et puis ça peut monter jusqu'à 1700 mètres. Ça fait pas mal. Hein. Et au-dessus, eh bien, vous voyez ici, on le devine à peu près, au-dessus, eh bien, on va passer à une forêt de résineux, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le domaine boréal d'une certaine manière. Alors voilà, ce domaine boréal des montagnes, on l'appelle l'étage subalpin. L'étage subalpin qui, dans notre région, occupe 1700 à 2500 mètres. Vous pouvez le voir facilement, l'étage subalpin, dans la région, si vous allez à Lothion. Le col du Tuzeron est à 1600 mètres. Et si vous allez vers Lothion, vous montez, vous allez gagner encore 200 ou 300 mètres de dénivelé, et vous allez rentrer de plein pied dans le subalpin. Alors, ce n'est pas les mêmes espèces que ça, parce qu'il faudrait plutôt aller dans la vallée de Calsterino pour trouver des mélèzes. Ici, ce sont des mélèzes. Hein. Ces aiguilles jaunes, c'est typiquement le mélèze. Mais vous allez trouver des pins de montagne, le pin mugot, le pin accroché, des choses comme ça. On peut y trouver aussi de l'épicéa,
dans les forêts subalpines. Et puis, lorsque c'est un petit peu dégradé, un peu ouvert, ben, vous allez trouver les rhododendrons, les myrtilles et tout ce cortège-là. Et enfin, dernier type de forêt que je voulais vous rappeler, vous remettre en mémoire, c'est la taïga. C'est l'équivalent de la forêt subalpine, mais au nord. D'accord ? La forêt subalpine, c'est en montagne. La taïga, c'est en haute latitude, et non pas en haute altitude. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là ? Eh bien, on va trouver des épicéas, des mélèzes, y compris en Sibérie, hein, des saules en bas étage, essentiellement, et c'est à peu près tout. Hein, c'est à peu près tout. Voilà. Bon, maintenant qu'on a un petit peu en tête tout ça, on va pouvoir aborder la question de la déforestation, par exemple. Voilà un tableau, enfin un graphique qui nous indique la variation nette de la superficie forestière par région. Vous voyez, on a pris des grandes régions, hein, on a pris l'Asie, l'Océanie, l'Europe, etc. Bon. Et vous avez trois couleurs qui correspondent à trois décennies différentes. Donc 90, 2000, 2010 et 2010, 2020. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que l'Asie est très nettement un peu positive. C'est-à-dire que la variation nette est positive vers le haut, alors qu'il y a des zones où ce sera négatif. Donc ça veut dire que la surface forestière s'est accrue pendant les 3 décennies, que ce soit 90, 2000, 2000, 2010, 2010, 2020. En Océanie, on est à peu près à l'équilibre. D'accord ? En Europe, on est un peu positif. Mais c'est pas extraordinaire non plus. Hein. Par exemple, en France, on est bon élève hein, pour le carbone. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a une croissance forestière importante. Et pourquoi on a une croissance forestière importante ? Parce qu'on a un abandon de l'agriculture. Eh oui, quand on abandonne l'agriculture, quand on abandonne les champs, eh bien, il s'enfroeste, bien entendu. Et donc, c'est ça qui nous permet d'avoir un très bon bilan carbone. C'est le bon élève de l'Europe. Mais enfin, c'est pas pour des bonnes raisons, quoi. C'est ça le problème. L'Amérique du Nord est à peu près à l'équilibre. Par contre, comme on pouvait s'y attendre, l'Amérique du Sud et l'Afrique sont dans le négatif. Alors, et qu'est-ce qui se passe si on fait le total? Si on fait la somme des négatifs versus la somme des positifs? Là, on est très largement dans le négatif. Donc on perd de l'espace forestier au niveau mondial, en permanence. Hein. Chaque année, je vais vous donner des détails. Alors, voyons maintenant, toujours sur le même thème, le changement net annuel de la superficie des forêts. Naturellement régénérées et contre les forêts plantées. Donc les forêts plantées, c'est le vert clair, et les forêts naturellement régénérées, c'est le vert foncé. Et vous voyez que les forêts naturellement régénérées sont en train de décroître. On parle de millions d'hectares hein, annuels, enfin par décennie. Et les forêts plantées sont toujours dans le positif. Évidemment. Alors, ce qu'il faut retenir, je voudrais attirer votre attention, les forêts plantées sont-elles des forêts, à votre avis? Non. Non. C'est des champs d'arbres. Ce sont des champs d'arbres. Vous avez des champs de blé, on a des champs de pin, on a des champs d'épicéas, on a des champs de sapins. Donc derrière ce terme, ce vocable de forêt, il pointe en fait des intérêts financiers cachés. C'est bien clair. Mais
tout le monde s'accorde à dire que ce sont des forêts. Comme ça, on se donne bonne conscience et on donne l'impression de travailler pour la communauté. En fait, on ne travaille pas pour la communauté, on travaille pour son portefeuille. C'est très très clair. Hein. Donc les forêts plantées, c'est d'une pauvreté extrême, on aura l'occasion d'en reparler, pour des raisons très précises, hein, d'acidification des sols. L'exemple le plus typique, c'est la forêt des Landes. La forêt des Landes est intégralement plantée. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas une forêt, j'y tiens, c'est un champ de pin des Landes, et ils ont été plantés pour des questions purement économiques. Hein, bien entendu. D'ailleurs, c'était non pas très amusant, mais quand il y a eu ces incendies, on a vu à la télé des images où on voyait tous les pins alignés comme ça. Mais ça sautait aux yeux. Mais excusez-moi. Oui. La photo que vous montrez, la forêt de hêtre. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose que l'homme a fait, c'est naturel. Alors, parce que ça me semblait pas naturel. Généralement, les traits sont naturels. Oui, mais... Par contre, elles sont entretenues, ça c'est possible. Et il y a quelques endroits où ça a été planté, mais ça a été planté, par exemple, la hêtraie de la Sainte-Baume. Vous voyez où c'est, la Sainte-Baume, hein? Bon. C'est à combien de kilomètres d'ici? 150 kilomètres? C'est à Saint-Maximin en gros. Bon, vous avez une très belle hêtraie. En fait, elle a été plantée, mais elle a été plantée au XIIIe siècle à peu près, par des moines. Donc, elle n'est pas vraiment à sa place. Hein. Écologiquement, on ne comprend pas bien comment elle a pu venir là et s'y maintenir. Depuis n'oubliez pas qu'on a une date butoir, c'est la dernière glaciation, moins de 10 000 ans. Depuis 10 000 ans, on ne voit pas comment elle a pu s'installer là et y survivre. En fait, elle a été plantée et entretenue. C'est une belle réussite, hein. C'est très bien. Mais c'est très rare que les hêtraies soient plantées. Très très rare. Moi, en France, à mon avis, non, j'en connais pas. Par contre, elles ont pu être favorisées, entretenues, oui. Parce que la photo que vous nous montrez, c'était quelque chose de très entretenu. Ah, entretenu, c'est une autre chose. Exploité. Quand on dit entretenu, en fait, ça veut dire aussi exploité, hein, bien souvent. Hein. Donc je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Là, oui, les forêts plantées sont toujours dans le positif, bien entendu, et les forêts régénérées naturellement, eh bien, sont en décroissance. Donc, c'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on perde de l'espace forestier? Quelles sont les causes? Hein? Eh bien, elles sont, ici, elles ont été cataloguées en un certain nombre d'occurrences. Vous avez ce qui est considéré comme irréversible. Alors, ça, ce document, c'est l'ONU hein, qui le fournit. La mise en agriculture, le défrichage, et on pratique l'agriculture de façon intensive sur des temps qui ne sont pas déterminés. On commence, et puis ça s'arrête. D'où le classement d'irréversible. Hein, c'est l'agriculture. Ce qui est différent de la rotation. C'est-à-dire que c'est une idée qui nous vient des Américains du Sud, hein, des Amérindiens, mais aussi qu'on trouve aussi en Afrique. On défriche, on cultive, et puis on va défricher ailleurs. Et on laisse se régénérer la forêt. Donc vous avez un système de rotation qui ne nuit pas aux écosystèmes. Hein, les Amérindiens ont pratiqué ça dans le bassin amazonien pendant des siècles et des siècles. Ils n'ont jamais détruit la forêt, jamais. C'est une exploitation ménagée de l'espace forestier pour l'agriculture. Mais ça suppose une rotation. Alors évidemment, c'est beaucoup de travail, bien entendu. Et puis il y a un problème de foncier qui se pose. Comprenez-vous? Quand vous êtes propriétaire de terrain, vous voulez l'exploiter et en tirer des bénéfices. Mais si vous devez organiser une rotation comme ça, on n'est plus du tout dans la propriété foncière. Vous êtes dans la propriété communale. Hein. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, vous avez la dégradation due à la foresterie. Alors, on le voit bien ici, on le voit bien en Amérique du Nord. En Europe, c'est pas tant. En Europe, la dégradation, la coupe forestière, la dégradation de l'espace forestier par
par la foresterie est extrêmement importante, notamment en Finlande, la Sibérie, et puis tout l'Est asiatique, le sud de la Chine, est extrêmement dégradé par l'activité de foresterie. Vous avez, et malheureusement nous en avons souvent parlé, les incendies, bien entendu. Vous voyez que les incendies touchent tout le Brésil, bien entendu, parce que c'est l'Amazonie, hein, c'est l'Amazonie qu'on est en train de détruire par le feu, bien sûr. C'est l'outil le plus performant en matière de défrichage. Et puis aussi, ici, vous voyez, tout le sud-est asiatique, que l'on défriche pour planter quoi? Le palmier à huile. Le palmier à huile. C'est une catastrophe, ce truc. Mais on en trouve aussi en Amérique centrale. Hein. Au Costa Rica, on a vu des palmeraies. On a vu des palmiers à huile. Il n'y a pas de doute. Ça rapporte beaucoup et vite. Il est là le problème du palmier à huile. Donc, on fait des incendies pour défricher et pour mettre en culture. L'urbanisme n'est pas très clair. Je veux dire, c'est un problème d'échelle de la carte. Enfin, on voit l'effet de l'urbanisme sur la côte est américaine. Je ne comprends pas bien pourquoi ils ont surligné dans la même couleur la côte ouest nord-américaine, parce que la Colombie-Britannique, c'est pas très urbanisé quand même. Par contre, regardez la Grèce, hein, le pourtour méditerranéen, c'est affreusement détruit par l'urbanisme. Le Japon, une bonne partie du Japon, enfin, on pourrait regarder dans les détails, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où la dégradation est mineure ou absente. Hein. Il y a le centre de l'Amazonie, parce que ça va être difficile à atteindre, et puis quelques zones ici, des forêts tropicales africaines. Sinon, ailleurs, bon, il y a les parcs nationaux, oui. Quand ils incluent des espaces forestiers, ce qui n'est pas vraiment le cas du Mercantour. Hein. On a bien fait attention à ne pas rentrer trop dans les espaces forestiers quand on a. Le parc des Écrins, c'est pareil. Le parc des Écrins, c'est du rocher. C'est tout à fait étonnant. Hein. Allez savoir pourquoi. Alors cette dégradation, eh bien, elle ne touche pas que les arbres, bien entendu. Elle touche enfin tout le monde du vivant. Et donc, à l'heure actuelle, on est en danger critique d'extinction de 8% des végétaux, 5% des animaux, 5% des champignons. On ne pense jamais aux champignons, mais eux aussi ils comptent hein, dans le vivant. Et comment? Surtout pour les forêts. Et vous remarquerez qu'il y en a quand même de forts pourcentages qui sont vulnérables ou qui sont en danger. Hein. Là, ils sont en danger critique, c'est-à-dire qu'on est au bord de les perdre. Ça fait des quantités, des nombres importants. C'est pas rien, c'est pas epsilon. Hein. Alors ça, c'est l'UICN, hein, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et ça date de 2019, donc c'est tout à fait d'actualité. Autre fait, c'est l'évolution de la température de la planète. On y vient, hein, ce problème de climat. Vous voyez que depuis 800 000 ans, la température de la planète était à peu près bon, il faut faire une régression, enfin. Je parle mathématiques, là, non, il faut que j'arrête. On pourrait calculer une moyenne là, sur l'espace, et on verrait que le CO2, il est à peu près constant, et que les températures sont à peu près constantes. Là, c'est le dernier épisode glaciaire, là, ce trou-là, hein, qui a duré à peu près 40 000 ans. Et ça s'est brutalement réchauffé, bien entendu. Ça a commencé il y a 15 000 ans à peu près, hein, le réchauffement, la sortie de l'épisode glaciaire. Et nous sommes ici. Et vous voyez que, en termes de concentration de CO2 atmosphérique, nous sommes, alors les scientifiques parlent de parties par million, nous sommes à 400 ppm. C'est-à-dire que nous touchons aujourd'hui le maximum enregistré sur les 800 derniers milliers d'années. Non, milliers d'années.
là c'est 800 000 ans. Hein. Vous voyez que le maximum a été de 400 ppm il y a moins de 200 000 ans. Mais ça, c'est la température, hein, le bleu. Mais le CO2, là, il est là. Oui, mais là, on est bien au-dessus. On est à 400. Ouais. Voilà. Ah oui, oui, vous avez raison, bien sûr, le CO2 n'a jamais été à ce niveau-là, bien sûr. Non, non. Et les températures ben, sont en train de remonter hein, et vont tutoyer effectivement les maximums des 800 derniers millénaires. Alors ici, c'est le détail de cela. Ici, on est en 1995, de 1995 à 2020. Et vous avez les courbes de CO2. Alors le CO2, ça doit être le rouge. Et les températures sont en vert. Et vous voyez l'excellente corrélation, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faudrait vraiment regarder dans les détails. Mais on peut prouver à l'heure actuelle qu'il y a un réchauffement climatique naturel, mais qui participe pour un faible pourcentage du réchauffement total, et que l'essentiel du réchauffement climatique est bien dû aux activités humaines. C'est prouvé, ça ne se discute plus, ces choses. Non, non, ça ne peut plus se discuter. Parce qu'on en a les preuves absolues. On peut vous citer, on peut vous donner des résultats basés sur des mesures tout à fait fiables. Et il est clair et définitif que l'essentiel du réchauffement climatique actuel est dû aux activités humaines. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait une petite part d'une tendance naturelle au réchauffement. Ça, je suis d'accord. Mais c'est peu. Peu. Pour vous donner quand même une petite idée, quand j'ai commencé mes études, en 1973, le taux de CO2 atmosphérique était de 330 ppm. On en est à 400. Faites le pourcentage, faites la différence et regardez le pourcentage de la croissance que ça représente. C'est énorme, énorme. J'avais un prof d'écologie, on était en deuxième année, un certain monsieur Barry, qui à la fin de son cours nous avait fait quand même un petit laïus, après nous avoir parlé de tous les processus fondamentaux de l'écologie. Au niveau deuxième année, c'était pas très élevé, mais ça fait rien. C'était une initiation. Il nous avait fait un cours sur les pollutions, tout ça. Et il nous a dit, et il y a même des gens, des scientifiques, qui disent qu'on serait en train de changer le climat. Et il nous a dit, moi j'y crois. On était en 73. Hein. Et en fait, la preuve que, enfin, les premiers indices forts de ce changement climatique, ça date de 1957. 1957. Hein. C'est l'Observatoire du Mauna Loa qui a enregistré la tendance à la croissance du CO2 et la corrélation avec les températures. C'était insuffisant comme preuve, mais c'était le premier indice en disant attention, il se passe peut-être quelque chose. 1957. Donc, ça veut dire que depuis 1974-75, disons les années 75, les scientifiques n'arrêtent pas de dire on est en train de changer le climat, attention, attention, attention. Alors, à l'époque, on ne savait pas dire à quelle vitesse, quelle serait la distance au mur, ça on ne savait pas. Mais on savait que ça déconnait, quoi, pour parler vulgairement, et qu'il allait se passer quelque chose. Mais tous les scientifiques ne disaient pas la même chose. Exact, il y a toujours des controverses. Oui, bien sûr, on a le souvenir d'un célèbre ministre, hein, certain Allègre. Mais oui, nous ne rentrons pas dans ces détails. Mais bien sûr, il y avait des scientifiques qui avaient des intérêts, l'intérêt à nier. Je parle d'intérêt, hein, pas que d'intérêt intellectuel. L'intérêt financier, l'intérêt de laboratoire, l'intérêt de carrière, tout ça, ça pèse, bien entendu. Parce que le monde scientifique n'est pas un monde
C'est pas... hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est un monde âpre. Je cherchais mon mot âpre. Oui, c'est un monde âpre. Il y a de la compétition, y compris pour obtenir des sous pour travailler. Voilà, des subventions. C'est ça qui Vous va imaginez. Alors les dernières décennies, voilà. C'est un petit peu plus lisible ce que je vous ai montré. C'est les émissions de CO2 d'origine fossile. Fossile, uniquement le pétrole. Enfin, le pétrole et le gaz, bien. Et vous voyez que, eh bien, on était, dans les années 90, on était entre 20 et 25 milliards de tonnes annuelles, et que là, oui, GT, ça veut dire gigatonnes. Donc, giga, c'est milliard. Et nous sommes là, c'était en... Je crois que la dernière date, c'était 2020, ici. On était à 37,5. En 2022, on est à 41,5. On a encore monté. Donc on est à 41 milliards de tonnes émis annuellement uniquement par les énergies fossiles. Donc charbon, pétrole, charbon, oui, il y en a encore, bien sûr. Charbon, pétrole et gaz, essentiellement. Et vous voyez qu'on n'est pas sur une pente descendante, hein, on est sur une croissance très régulière. Alors maintenant qu'on a énuméré tous ces faits, qu'on a vu tous les types de forêts qu'il y a, et comment ça fonctionne tout ça, hein, et quel est l'impact de ce changement, de cette augmentation du CO2 sur les forêts, et est-ce que les forêts peuvent rétroagir, soit en modifiant, soit en modérant, soit on peut le redouter en accélérant encore les émissions de CO2. Donc il faut voir comment fonctionnent nos forêts. C'est ce qu'on va essayer de voir. Et puis après, on se posera la question, quels sont les effets des forêts sur les autres écosystèmes. Les forêts ne sont pas seules. Elles ont d'autres écosystèmes qui les jouxtent. Elles peuvent évidemment interagir, bien sûr. Et tout cela retentit sur la biodiversité. Si on n'avait que des espaces forestiers, ce serait très triste. Ce serait très uniforme. Il y aurait peu de biodiversité. Ça, c'est très clair. Il vaut mieux un paysage qui soit un assemblage d'écosystèmes différents plutôt qu'un seul écosystème uniforme. Bien entendu. Et enfin, est-ce que l'outil forêt peut nous aider à lutter contre le changement climatique? Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, notamment dans les médias. On verra ce qu'il en est de manière un peu plus sérieuse. Alors, comment ça fonctionne un arbre? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Parce que si on veut l'utiliser, il faut savoir comment il fonctionne. Sinon, c'est pas la peine. On fait de la magie, quoi. Hein. Donc, essayons alors, je résume. Je résume. Alain Pupeau va bondir de sa chaise. Un arbre, tout le monde le sait, il capte la lumière, il capte le CO2 et il recrache de l'oxygène. C'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend dans les médias, c'est le journal, c'est ce qu'on vous dit. D'ailleurs, l'Amazonie n'est-elle pas le poumon de la Terre? Oui. Hein? Vous avez déjà vu des poumons qui crachent de l'oxygène? Enfin, moi, le mien, il crache du CO2, mais bon, hein, peut-être que je suis un peu... Mauvaise expression. Hein. Non. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que l'Amazonie nous pourvoirait en oxygène. C'est ça qu'ils veulent dire. Donc, ils nous permettent à nous de respirer, de faire fonctionner nos poumons. Donc, ça repose tout simplement là-dessus. Alors, pourquoi le dioxyde de carbone est-il absorbé par les végétaux, en particulier par exemple, c'est pour fabriquer de l'amidon. L'amidon, c'est un sucre. Nous, quand on mange, on fabrique du glycogène qu'on stocke dans le foie. Puis quand on en a besoin, hop, un petit coup d'insuline, un petit coup de glucagon plutôt, et hop, on peut l'utiliser pour faire ce qu'on a à faire, hein, au point de vue métabolique.
Eh bien là, c'est pareil. On fixe du CO2 et on fait de l'amidon. Alors, ça fait partie des carbohydrates, c'est-à-dire qu'en gros, l'amidon, c'est essentiellement du carbone et de l'hydrogène. C'est pas vrai, hein. Il y a un peu d'oxygène aussi. Mais bon, on va dire ça comme ça. Et alors, le O2 du CO2, eh bien, il est expulsé dans l'atmosphère sous forme d'oxygène. D'accord? C'est clair. Donc on fabrique de l'amidon. On va voir après pourquoi faire. Mais, en fait, l'amidon, c'est une forme de stockage de l'énergie. Quand vous mangez du sucre, on veut plus prendre l'énergie. Mange du sucre, et bien c'est pareil. L'amidon, c'est une forme de stockage temporaire de l'énergie chez les végétaux. Le problème, c'est que les gens oublient, dans la plupart des cas, que les végétaux, ils respirent aussi, comme tout un chacun. Oui, bien sûr qu'ils respirent. Comment vous utilisez votre sucre, que vous avez stocké dans votre foie? Eh bien, en respirant, tout simplement. La respiration vous permet d'utiliser ce sucre, parce qu'elle le transforme en une molécule un peu particulière, qu'on appelle l'ATP. Bon. Mais ce sucre, il n'y a pas d'autre moyen. Je voudrais... Est-ce que tu connais d'autres moyens d'utiliser l'énergie stockée sous forme de sucre que oui, la fermentation. Voilà. Oui. Donc en présence d'oxygène, on respire. Et certaines bactéries, certains organismes, en l'absence d'oxygène, sont capables de fermenter, comme le vin dans les tonneaux. Voilà. Oui, la fermentation, bien entendu. Mais pour les végétaux supérieurs, comme les arbres de nos forêts, eh bien, il faut respirer. La respiration, tout le monde le sait, ça consiste à aspirer de l'oxygène et à rejeter du carbone, tout simplement. Donc, on a deux phénomènes qui se déroulent en même temps, la photosynthèse, c'est ce qu'on a vu précédemment, et la respiration. Alors, cet amidon qui est dégradé, puisqu'il repart dans l'atmosphère sous forme de carbone, il a cédé son énergie, il sert à fabriquer quoi? Ben, les feuilles, les tiges, les racines, les fruits, les graines. Tout simplement. Ça sert pour l'arbre à vivre. Hein? Alors, le problème c'est... Enfin, le problème c'est pas un problème. On a les deux processus qui sont en concurrence. Lequel des deux gagne? Ben, ça dépend de l'âge de l'arbre. S'il est très jeune, s'il est en croissance, il est clair que c'est le processus de fixation qui va dominer. Ben oui, il stocke du carbone, il fait du bois, il fait des feuilles, il fait des tiges, il grandit. Donc, tant qu'il grandit, il va fixer du carbone plus qu'il ne va en respirer. Mais quand il va atteindre son âge, disons, mature, d'année en année, bien sûr il y aura des variations saisonnières, mais d'année en année, il ne va pas gagner de poids, il ne va pas en perdre. Donc ça veut dire que le processus de la photosynthèse est strictement équilibré par le processus de la respiration. On dit que l'arbre est en état stationnaire. Alors si l'Amazonie est en état stationnaire, ben vous avez compris, elle ne nous fournit pas d'oxygène. Très peu. Il y a au moins 1000 raisons de sauvegarder l'Amazonie, mais pas l'oxygène. Très peu. Très très peu. Tout simplement parce qu'elle est dans cet état-là, elle est en équilibre. Hein? La plupart, elle ne gagne pas en espace, naturellement, elle en perd parce qu'on défriche. Mais les forêts équatoriales actuelles sont en état stationnaire. Et donc, au point de vue chimique, elles sont à l'équilibre, tout simplement. Donc, à l'état stationnaire, les bilans de CO2 et d'O2 sont nuls. Alors, ça pose question quand même. Hein. Alors, on va voir. Alors, ça, c'est la diapositive la plus compliquée que j'ai prévu de vous montrer. Parce qu'il y a un petit truc qui aurait dû vous titiller quand même. Oui, mais l'arbre, il perd ses feuilles. Il perd des branches chaque année, même quand il est en état stationnaire. Et alors ça, qu'est-ce que ça devient?
Est-ce que c'est stocké dans le sol définitivement? Alors, auquel cas, le bilan serait négatif pour le CO2 et positif pour l'oxygène. Eh bien non. Parce que la matière organique, c'est-à-dire en gros l'humus, pour faire court, qui résulte de la dégradation par les organismes qu'on appelle les décomposeurs, bactéries, champignons, des feuilles et des branches des arbres, vont être lentement mais sûrement oxydés. Oxydés, ça veut dire le carbone s'oxyde, c'est-à-dire s'oxygène, c'est ça que ça veut dire. Et finalement, vous retrouvez le CO2 qui aurait dû être respiré, qui n'a pas été. Et le bilan est bel et bien nul. Alors les arbres, ce système-là a des pertes. Il perd évidemment de la matière organique par oxydation, ici, mais il perd aussi de l'azote, qu'on appelle la dénitrification, et puis il perd ici par entraînement en profondeur vers les nappes phréatiques, par lessivage et lixiviation. Alors, bon, on va voir de quoi il s'agit. En fait, lorsque l'arbre perd ses feuilles, il forme une litière. Cette litière va être prise en charge par un ensemble d'êtres vivants qu'on appelle les décomposeurs, y compris les insectes, là-dedans. Les décomposeurs, c'est les bactéries et les champignons, essentiellement. Et il y a une molécule qui est particulièrement importante, c'est l'azote. L'azote qui rentre dans la composition de nos protéines, et des protéines des végétaux aussi. Donc c'est vraiment essentiel cet azote. Malheureusement, l'azote de l'air, on peut pas, les végétaux sont incapables de s'en servir. Ils ne peuvent s'en servir que sous cette forme-là, une de ces formes. Donc la litière ici, qui peut être de diverses qualités, va libérer de l'ammoniac. NH4, c'est la formule de l'ammonium, de l'ammoniac, puis du nitrite, que vous retrouvez dans vos fameux jambons, hein, nitrite, et puis du nitrate. Et le nitrate, il peut être entraîné en profondeur par lixiviation. C'est-à-dire que l'eau qui passe à travers les sols va entraîner le nitrate. Le nitrate, il n'est pas retenu. Sinon, il va être réabsorbé. Par ailleurs, la roche-mère, la roche sur laquelle s'est établi le sol, est absolument essentielle. Pourquoi? Parce qu'en permanence, elle s'altère. Elle libère des argiles, elle libère des éléments minéraux, et notamment des ions très importants, qui sont, par exemple, le calcium. Ce calcium, il est absorbé par le végétal, qui va le restituer au sol par le biais de la litière à nouveau. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la remontée biologique. Et heureusement qu'il y a cette remontée biologique, parce que sinon, c'est entraîné en profondeur. Et c'est perdu. D'accord? Donc vous voyez que là, il y a un équilibre qui doit se faire entre la vitesse de l'altération, hein, et la remontée biologique. Si la vitesse d'altération est trop lente, la lixiviation va entraîner les lésions en profondeur, et c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Ce sera difficile. Par contre, si la remontée biologique est très active, eh bien, elle va pouvoir compenser l'altération. C'est un des grands enjeux de la déforestation. Si l'on déforeste, on supprime la remontée biologique. Or, si vous supprimez du calcium, vous influez sur le pH. Le pH, c'est l'acidité du milieu. Hein, vous avez déjà versé de l'acide chlorhydrique sur du calcaire. Oui. Hein, ça bouillonne. Et bien, c'est parce que le calcium réagit avec les acides du sol. Il les neutralise. Donc, si vous supprimez la remontée biologique, vous allez avoir des pertes de calcium et le pH du sol va aller vers une acidification. Ça va s'acidifier. Si vous étiez à neutre, eh bien votre sol il va passer à... Neutre, c'est 7. Hein. Quand on mesure le pH, la neutralité, c'est 7. On va tomber vers des valeurs d'acidité assez importantes. 6, 5, 6, 5, 5, 5, 4, 5. Les extrêmes, c'est 3, 5. Mais bon. Et là, le problème, c'est que plus vous acidifiez,
et plus vous êtes sélectif vis-à-vis des espèces. Et donc, le nombre d'espèces qui vont pouvoir coloniser votre espace va se réduire, se réduire, se réduire. Donc, vous avez une chute de la biodiversité extrêmement forte, à cause de l'acidité du sol. En plus, les champignons et les bactéries n'aiment pas du tout l'acidité. Mais alors, pas du tout. Ce qui fait que ce processus ici de retour de l'azote vers le végétal va être ralenti, parce que ce sont les bactéries qui font ça. Ce sont les bactéries qui interviennent ici. Donc si vous abaissez le pH, eh bien, ce processus va être de plus en plus lent, vous allez perdre du calcium, tout va vers l'appauvrissement généralisé du milieu. Alors une petite parenthèse, on peut interrompre cette remontée biologique en plantant un type particulier d'arbre. Vous avez une idée? Hein? Mais toi, tu le sais, oui. Les pins, les résineux. Les résineux, ils sont champions de l'acidification des sols. Ils provoquent un phénomène très particulier que les écologues connaissent bien, qu'on appelle la podzolisation. Bon, c'est un mot grossier, oubliez-le. Et la podzolisation, c'est très mauvais. C'est très mauvais, c'est un indice très fort d'acidification des sols. Donc si vous acidifiez les sols, vous voyez ce qui se passe, la remontée biologique disparaît, les processus de minéralisation de la matière organique, en particulier vis-à-vis de l'azote, disparaissent aussi, ou se ralentissent très très fortement, et finalement, vous vous retrouvez avec des champs d'épicéas ou de pins qui sont absolument désertiques. Il n'y a rien dessus. Parce que la litière est extrêmement acide. En fait, elle n'est pas acide en elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que dans les aiguilles de pin, vous avez de la résine, et que la résine, c'est un beau poison pour les bactéries et les champignons. Donc, vous bloquez ici tout ça, la lixivation entre en jeu, entraîne tout en profondeur, appauvrit le sol, c'est fini. C'est fini. Mais ça va très vite, hein. En 4-5 ans, ça y est, votre sol est podzolisé. Et pour sortir d'un sol podzolisé et revenir à un sol normal, d'abord il faut amender, il faut rajouter de la chaux par exemple, pour faire remonter le pH. Et c'est un processus qui peut prendre, de manière naturelle, plusieurs centaines d'années. Une fois que c'est podzolisé, c'est podzolisé. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Vous remarquerez que tout ça est aussi contrôlé de façon naturelle par la température et l'hydratation, bien entendu. Hein. Y a beaucoup de gens qui disent « mais si le CO2 augmente, les végétaux vont pouvoir s'en donner à cœur joie puisqu'ils fixent le CO2. » Ah oui, à condition qu'il y ait de l'eau. Or, augmenter les températures, c'est augmenter les sécheresses, et donc c'est la double peine là, parce que le CO2 n'arrive pas à saturer une certaine enzyme qui permet la fixation, mais donc c'est pas ce qu'on appelle un facteur limitant. Le vrai facteur limitant, c'est l'eau. Si vous n'avez pas d'eau, il ne se passe pas grand-chose. Dans les sols, il ne se passe plus rien. Et donc, les végétaux vont évidemment en pâtir, parce que même au point de vue nutritionnel, ils seront à la portion qu'on veut, même au point de vue nutritionnel. Alors, j'ai déjà vendu la mèche là tout à l'heure. Hein. Seules les forêts en croissance sont fortement fixatrices de CO2. Bien entendu, tout simplement parce que... Je bêtise maintenant. Bon. Oui. Tout simplement parce qu'elles ont besoin de, pour croître, et bien, il faut qu'elles fixent du carbone, hein, bien entendu. Et puis, tout ça, ça va se... On dit que la productivité nette va tendre vers zéro. Hein. Quand on fait la courbe de croissance d'une forêt, on voit la productivité monter, 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 et puis oh, ça redescend, et tout d'un coup, paf, ça croise l'axe. Hein. C'est un certain Duvigneau qui a démontré ça il y a fort longtemps, dans les années 60. Hein. Donc,
cette fixation du CO2 ne peut se faire que dans des périodes, dans des types de végétation très particuliers. Pas dans les forêts établies depuis de longues durées. Mais il y a un mais. Le problème, c'est que nous, comme vous le savez, nous sommes en train d'augmenter les températures. Si nous dépassons le seuil de 2 degrés, hein, la COP 21 s'était fixé 1,5 degré. On sait qu'on n'y arrivera pas. Il est fort probable que nous dépassions, voire que nous atteignions rapidement les 2 degrés. Ça impliquera ça, alors là, ce sont les modèles de simulation qui nous le disent. Si la température moyenne du globe augmente de 2 degrés, eh bien ça impliquera pour les forêts tropicales un climat dans lequel la température diurne de jour moyenne sera de 32 degrés. Et ça, c'est un point de bascule. Parce qu'à ce moment-là, les forêts tropicales deviendront émettrices de CO2. Le pire du pire qui puisse nous arriver. Et ça, c'est un article qui est sorti il y a 3 semaines, un mois, dans Nature. Il va se passer 2 choses, c'est que ce point de bascule, 32 degrés, va accélérer fortement le cycle de vie, le cycle de naissance, développement, croissance, puis mort des arbres. Donc on va avoir des mortalités extrêmement importantes, brutales, parce que les vieux arbres ne supporteront pas ce seuil. Et en plus de ça, la matière organique est stockée actuellement dans les sols tropicaux, elle va s'oxyder très très vite. Parce qu'à 32 degrés, les réactions, vous savez qu'une réaction chimique, plus vous augmentez la température, plus elle est rapide. L'oxydation de la matière organique, c'est une réaction chimique. Donc on augmente la température, eh bien, on va accélérer l'oxydation des stocks de carbone dans les sols. Et donc, le bilan, c'est que les forêts tropicales, qui pour l'instant ne sont pas émettrices, elles sont plutôt fixatrices, mais peu, parce qu'elles sont à peu près à l'état stationnaire, elles vont passer de l'état de fixatrice, donc légèrement fixatrice, à fortement émettrice. Et ça, c'est inquiétant. Il y a d'autres choses qui sont inquiétantes, mais ça c'en est une. Ça en est une. Oups. Aïe. J'y suis allé trop loin. Alors, où est-ce qu'on en est là en 2022? On n'a pas encore atteint les 32 degrés diurnes, mais ce que l'on constate, c'est que quand on prend l'ensemble de l'espace forestier mondial, tout type, c'est de la forêt boréale jusqu'à la tropicale, etc., elles ont absorbé 2 fois plus de CO2 qu'elles en ont émis entre 2001 et 2019. Donc, elles fixent. Parce que dans le lot, il y a beaucoup de forêts en croissance, bien entendu. Donc, si on chiffre, elles ont piégé 16 milliards de tonnes de CO2, alors que, dans le même temps, 8 milliards de tonnes de CO2 ont été libérées par la déforestation et d'autres perturbations. Voilà où on en est. Ça, c'est 2021, Nancy Harris. Les émissions mondiales de CO2 en milliards de tonnes actuelles, en 60, c'était 16 milliards de tonnes, nous en sommes à 41 milliards de tonnes. C'est considérable. Considérable. Alors, là on peut discuter si vous en avez envie. Quels sont les enjeux de la protection des forêts, si on fait un petit peu le tour. Parlons un petit peu de l'afforestation. Qu'est-ce qu'on fait après un incendie, par exemple? Vous avez sans doute entendu parler, ou même vu, ou même vécu, l'incendie qui a eu lieu il y a 2-3 ans à Carrosse. L'incendie de Carrosse. Alors moi j'étais membre du conseil scientifique du parc régional des Préalpes, Côte d'Azur. Et
le parc nous a demandé qu'est-ce qu'il convient de faire. On s'est concerté avec des collègues un petit peu partout en France. On a consulté des collègues qui étaient expérimentés dans le domaine, ce qui n'est pas mon cas. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne fallait surtout pas abattre les arbres qui étaient encore debout, fussent-ils incendiés, fussent-ils morts. Il fallait surtout pas le faire. Pour deux raisons. Un, ils servent de perchoir pour les oiseaux qui vont ramener des graines. Deux, le sol étant nu, abattre les arbres et ce qu'on appelle les débarder, les évacuer, va se faire avec des engins de chantier qui vont abîmer les sols, mais non seulement les abîmer, mais amorcer leur érosion. Donc on a dit, la meilleure chose à faire, c'est rien faire. On laisse régénérer. Et si on fait des plantations, on fait ça à la main avec une petite bêche de rien du tout. Hein, et puis on y va en marchant sur des œufs. Voilà comment on fait. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tout débardé et ils ont planté verticalement, dans le sens de la pente. Incroyable. Mais vrai. Hein. Vous prenez la route qui monte à Castagnier, vous verrez juste en face des haies d'arbres. Et alors, une seule espèce, évidemment. J'en sais rien. Une seule espèce, le pin d'Alep. On repart dans les délires, hein, bien entendu. Alors, il faut savoir que les gens qui sont en charge de ça, généralement c'est l'ONF. Or, il faut savoir que une grande partie de la rémunération individuelle des gens de l'ONF est une fraction du montant du chantier. C'est-à-dire que, vous voyez un peu le truc pervers, plus ils ont de chantiers, plus leur prime de fin d'année sera importante. Alors ils ont intérêt à avoir des chantiers. Donc eux, ils poussent à la replantation. Bien entendu, mais ça leur fait des chantiers. Je n'irai pas plus loin. C'est déjà pas mal. Et alors tout le monde est touché, hein, depuis l'ingénieur en chef, hein, ce qu'on appelle un YREF, quelqu'un qui a fait Polytechnique et puis ensuite le génie rural des eaux et forêts, jusqu'à la secrétaire. Tout le monde touche une prime provenant du montant du chantier, des chantiers. Voilà. Alors, autre chose, pourquoi planter du pain après tout? Bon, on pourrait planter autre chose. Alors, il y a un problème de facilité. On peut avoir facilement des jeunes pins, on fait des pépinières, c'est facile à avoir, mais quand même, il faut faire des efforts. Hein. Essayer d'avoir quelques chênes, des sorbiers, des frênes, enfin, on pourrait diversifier un peu. On peut vraiment se poser la question, dans la mesure où ça brûle facilement, l'un dans l'autre, ça fait des chantiers, quoi. Hein. Alors, je ne suis pas le seul à le dire, hein, il y a une certaine Voynet, Dominique Voynet, qui était ministre de l'Environnement ou de l'Écologie, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui l'avait dit, arrêtons de planter des pins. Sous-entendu, ça brûle et ça fait des chantiers, quoi. Ça coûte cher, finalement. Eh bien, il y a eu une levée du bouclier terrible, des pressions, on peut parler de lobby administratif, qui a mis cette idée au rencard, alors que c'était la vraie bonne idée. Arrêter de planter des pins, en région méditerranéenne au moins. Bon, même océanique, hein, on a vu les Landes, là, donc ça c'est un vrai problème. Donc après l'incendie, on peut imaginer de faire un mix d'espèces. Alors, ils ne sont pas si difficiles que ça à sélectionner, parce qu'on sait lesquelles pourront survivre. Et puis, faire presque du jardinage, hein, mais surtout laisser la forêt se régénérer elle-même. C'est ça le bon truc. Hein. Il n'y a pas d'idée. Hein. Le deuxième, alors ça c'est peut-être plus important, enfin plus important, c'est idiot ce que je dis, plus efficace, c'est la lutte contre la désertification. Alors, je ne parle pas de nos espaces ruraux, hein.
Là, je parle des marges sahariennes et sahéliennes, hein, où là, on a un désert qui gagne de plus en plus sur les zones habitées et cultivables. Et je sais qu'en Tunisie, par exemple, j'ai vu des thèses passer là-dessus il y a quelques années, en Tunisie, ils ont engagé des projets, des vastes projets de reforestation de la marge saharienne. Dans quel but? Évidemment, de lutter contre l'aridification, mais de créer un microclimat local. Hein, ça va plus loin que d'arrêter le sable. C'est pas qu'arrêter le sable, c'est plus que ça. C'est créer un microclimat local qui puisse participer du rafraîchissement et remettre en eau les rivières. C'est pas une idée récente. Hein. C'est pas une idée récente. J'ai lu dans le Critias de Platon, oui, il en parle. Il dit à propos d'un épisode, c'est quand les Grecs ont conquis la Grèce, hein, chassant les Mèdes. Or, les Mèdes avaient introduit le pâturage, le surpâturage, pardon, donc l'excès des pâturages et le labour. Ce qui est une bonne idée à court terme, mais sur le long terme, on sait ce qui se passe. Hein, au Moyen-Âge, on a vécu ça. Hein. Ça a érodé complètement les sols, ça a appauvri les sols. Et Platon dit, mais avant, il y avait des sols fertiles et qui absorbaient l'eau, et la restituaient lentement aux rivières. Donc, Platon le savait déjà. C'est pas une découverte récente, tout ça. On a l'impression qu'on fait des découvertes, mais il y avait des gens qui avaient des idées très, très justes là-dessus. Donc la lutte contre la désertification, c'est tout à fait important. Et il y a des grands problèmes, des grands projets transnationaux en Afrique, notamment sur la zone sahélienne. Oui, la barrière verte, absolument. Ça s'appelle comme ça. Pour essayer de stopper cette extension du Sahara. Qu'est-ce qu'ils plantent comme espèce? Des acacias? Non, alors sur la bord, je ne peux parler que de la Tunisie que je connais. Enfin, je connais le problème parce que j'ai été membre du jury d'une thèse là-dessus. C'était du pain. Il n'y a pas grand-chose qui puisse planter d'autre. Il faut bien le reconnaître. Peut-être quelques genévriers, des oxycelles, des choses comme ça, mais c'est pas sûr. Des pins, oui, du pain d'Alep. Et les plantes phréatophytes aussi, qui peuvent, comme on parle des acacias, ils peuvent aller chercher l'eau dans les phréatiques qui se trouvent dans le Sahel, par exemple. Et des plantes qui peuvent stocker l'azote, style Parkinsonia et autres, qui sont qui peuvent servir de fourragères. Mais là aussi, il y a des problématiques. On est déjà plus avancé. Quand on introduit des plantes qui sont d'origine exogène, pas d'origine des écosystèmes du coin, on peut avoir des catastrophes. On ne sait pas trop où on va. On partait sur ce genre de choses-là. On dit tiens, ça va enrichir le sol, c'est des phréatophytes, c'est-à-dire des plantes qui ont des racines qui vont très loin chercher l'eau dans les réserves qui datent d'avant la désertification. Mais après, il y a des problèmes par rapport à l'écosystème. Ah. Et voilà, donc c'est un truc de fou. Rien n'est simple. Hein. En écologie, rien n'est simple. Tout est très, très, très compliqué. Et il y a toujours des pièges insoupçonnés qui apparaissent à l'utilisation. Bien entendu. La barrière verte, oui. dans la partie sud, je parle tout Sahel. Voilà, vous parlez de la Tunisie sud. Moi, je ne connais pas bien le Sahel. Et là, est-ce qu'il y a eu des résultats? Apparemment, localement, oui. Il y a eu des résultats très localement, mais pas à l'échelle du projet tel qu'il était prévu. Il y a eu trop de problèmes politiques qui ont interrompu, le projet. Mais il y a eu quelques résultats. Oui, moi, c'est ce que j'ai. Par exemple, Je sais pas. Je connais trop mal la zone sahélienne pour. D'ailleurs, j'y suis jamais allé. Donc, je ne peux pas vous dire. Oui. Lui répondre. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas la même chose en Chine. Oui. Oui, en Chine aussi, ils ont les mêmes problèmes, bien entendu. Et il y a une barrière verte chinoise. Oui. Et la plupart des arbres, ils ont crevé.
C'est un C'est risque. des plantations, c'est une logique comptable, c'est le gros problème. Je ne veux pas aller plus loin parce que actuellement on travaille en logique comptable. Il faut tant d'arbres, etc. C'est Quel idiot. arbre, à quel endroit? Il y a une très belle réussite, mais c'est dans des milieux favoris. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce photographe qui s'appelle Sébastien Salgado. Salgado, bon, les amateurs de photos le connaissent. Eh bien, chez lui, il a hérité de son grand-père d'une ancienne ferme qui était totalement dévastée. Le sol était nu, il n'y avait plus d'eau. Il a tout reforesté et ça marche. Les rivières sont revenues, il y a une dynamique de végétation et il a même fait. Ah oui, c'est génial. Et maintenant, il a même il a fait un centre de formation à l'écologie et à la reforestation. Mais il est en milieu tropical, alors, vous savez. Nous, avec ma femme, on a vu des forêts tropicales, elles avaient 25 ans. C'était indiscernable des forêts tropicales qui avaient, je sais pas, 1000 ans. Il y a une dynamique, une vitesse. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des paramètres qu'on oublie toujours, actuellement on en a parlé, c'est les molécules qui sont émises par les arbres qui favorisent la pluie, entre autres. Et il y a plein de phénomènes comme ça qui sont étudiés, mais c'est difficile d'en parler. Les gens qui travaillent là-dessus et les résultats ne sont pas encore. C'est pas encore, il y a des choses qui sont limitées. On soupçonne que. Voilà. Parce qu'il y a des mauvais COV et des mauvais bons. Ouais. C'est ça aussi. Il faudrait peut-être qu'on finisse la conférence. Dans l'évapotranspiration, c'est la perte d'eau. Il y a ça aussi, bien sûr. C'est la perte d'eau. Hein, par évaporation et transpiration. C'est autre chose. Il y a un relais par exemple. Mais c'est certain que ça regarde ici. Les forêts atlantiques en Amérique du Sud et ce qui arrive sur les Andes. Voilà. Et là qu'on est en train de brûler des endroits, on détruit des endroits, pas de soja ou autre, eh bien les nuages ne se reforment pas, les nuages n'arrivent pas sur les contreforts des Andes. Parce que le Brésil a éliminé des forêts, donc il n'y a pas le relais. Parce que la forêt, elle évapore. Les nuages se reforment, ils partent, ça pleut sur une autre forêt, ça s'évapore et ça continue. Mais s'il n'y a pas le relais, si on... Bon, monsieur, s'il vous plaît, c'est très intéressant, mais j'aimerais moi que le conférencier puisse terminer son propos. Après, on fera un débat. Merci. Mais je ne vous vexe pas, c'est un ami, on a travaillé ensemble. Voilà. Le deuxième gros enjeu de la dans la protection des forêts, c'est la protection des sols et le maintien de la biodiversité. Bien entendu, la protection des sols, ça va de soi. On a vu, malgré tout, que même un espace forestier pouvait dégrader les sols. Je prétends, c'est moi qui le prétends, hein, que la protection des sols, le maintien de la qualité des sols sera un enjeu majeur pour le XXIe siècle. C'est ce qui nous nourrit. C'est ce qui nous nourrit. Et donc, il faut les protéger. Or, à l'heure actuelle, ce que l'on constate de manière assez générale, c'est que si vous prenez un sol, même un sol horizontal, hein, il y a deux phénomènes qui l'affectent en permanence. Il y a une partie qui est érodée, forcément, ne serait-ce que par le vent. D'accord? Ça, c'est... Et puis, vous avez l'altération de la roche qui doit compenser. Eh bien, à l'heure actuelle, dans les espaces agricoles, ce que l'on constate, c'est que l'érosion l'emporte largement sur l'altération. Et donc, il y a des gens qui ont fait des calculs, hein, bien entendu. Les sols agricoles en Europe, à l'heure actuelle, perdent plusieurs centimètres d'épaisseur par an. Ça ne va pas pouvoir durer des décennies, ça. C'est pas possible. On est en train de perdre de l'épaisseur de sol. Alors déjà qu'ils sont appauvris par les techniques d'agriculture intensive, en plus ils perdent de l'épaisseur. Donc ils perdent la capacité de rétention d'eau, donc ils perdent leur potentialité, et surtout on va arriver à une profondeur de sol qui sera ridicule, et qui sera même plus apte à la culture. Et ces problèmes de sauvegarde des sols, à mon avis, c'est primordial. Et ça risque d'être, mais c'est mon avis, hein,
un des thèmes très importants du XXIe siècle. Très, très important. Peut-être plus que d'autres. Parce que c'est quand même ce qui nous nourrit. Donc, Et enfin, troisième enjeu, c'est la résilience climatique locale. Par exemple, considérons, on a un peu abordé ça avec Salgado, mais bon, si vous considérez les zones urbaines et les zones rurales, à même altitude et dans la même région, vous regardez les températures moyennes, vous verrez qu'il y a un différentiel qui peut aller jusqu'à 4-5 degrés. En moyenne, c'est 2 degrés. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les zones urbaines sont thermiquement émissives de chaleur. Pourquoi? Parce qu'elles absorbent de la chaleur dans la journée et puis elles le restituent de façon diurne. Les Niçois savent bien qu'il fait chaud la nuit l'été. Venez chez moi, vous n'aurez pas chaud la nuit. Et pourtant, je suis à 10 km. Hein. Donc, il y a vraiment un problème là. Et donc, ça, la protection des forêts, voire favoriser leur développement, peut aider, effectivement, à abaisser localement, très localement. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites même dans les zones urbaines. Quand on réintroduit des espaces végétaux dans les zones urbaines, la température diminue. Bon. Donc, modifier le climat localement, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si on arrive à intensifier ce problème-là, peut-être qu'on arrivera à contrecarrer les effets du changement climatique, du CO2. On n'annulera pas le problème, mais on en diminuera les effets et ce sera sans doute très bon pour notre santé. Voilà. Alors les questions. Un livre derrière, dessous. Pas de service pratique qui permet de... C'est simplement parce que moi Non, je m'excuse d'abord d'être intervenu parce que ça peut brouiller le débat. Voilà. Moi, je travaille un peu pour l'INRA, on a travaillé sur Arbres d'avenir, donc les zones urbaines, la température, quel choix d'arbres. Si vous voulez, si ça vous intéresse, l'heure de la journée des jardins et le jour du patrimoine, on ouvre à la Villa Thurey et il y aura Rosemary et des collègues qui vont parler de ce genre de choses-là. Donc on a essayé de sélectionner des plantes pour rafraîchir les zones urbaines. Parce qu'en 2050, il y aura ici, par exemple, Nice, on ne sait pas, peut-être que ça sera le climat d'Alger, peut-être plus. Et il faut trouver des plantes qui résistent à la sécheresse, parce que qui puissent supporter d'être en ville. Il faudra désimperméabiliser les sols, etc. Il y a tout un tas de problèmes. On a travaillé avec plusieurs personnes. Et là, on est arrivé à une cinquantaine d'espèces qu'il faudra mettre dans nos villes pour l'effet parasol, pour protéger. Alors il y a plein de phénomènes, Patrick il t'en parlera mieux. Déjà, on parlait tout à l'heure des résineux, non seulement avec les terpènes, tout ça, en fait, la résine, c'est pas bon pour le sol, mais c'est vrai que le pain ça va vite, ça protège quand même le sol. C'est jamais ni noir ni blanc. C'est ça la science, il ne faut pas oublier. Il y a pas... voilà. Il y a un problème, par exemple, les taïgas et autres, c'est assez sombre, ça capte la chaleur. Il n'y a pas que le CO2 qui augmente la chaleur. Et il y a des formations végétales qui ont tendance à capter la chaleur comme une ville qui capte la chaleur. Donc par exemple, les résineux, on le voit, puis même certaines feuillus comme le chêne vert, ils captent la chaleur plus facilement que le feuillage vert clair, etc. Donc il y a tout un tas de phénomènes, c'est
c'est l'albédo, le problème d'albédo, l'évapotranspiration, la régénération des pluies par rapport à tout un tas d'hypothèses actuelles. Francis Allais en parle, etc. Donc les composés organiques volatiles et certains composés même émis par le plancton qui permettent d'avoir des germes pour favoriser la meilleure, de plus grosses gouttes de pluie, bon, enfin de plus grosses gouttes dans les nuages, et la pluviosité. Vous avez vu actuellement qu'on met des saletés dans les nuages en Arabie Saoudite ou je ne sais plus à quel pays, mais, et en Chine, avec des nitrates d'argent, je ne sais plus ce qu'ils font, et même des NaCl, enfin je ne sais pas, drôle de choses, alors qu'il y a des composés d'origine organique qui pourraient faire le travail et qui font déjà le travail au-dessus de certaines forêts en Indonésie ou autre. Et puis on voit que les incendies, c'est exactement le contraire, parce qu'il y a des composés organiques qui font le contraire, qui défavorisent les pluies. Et oh là là, Patrick, désolé. Parce que là, voilà. En tout cas, moi, j'ai fait partie d'un groupe qui a travaillé sur Arbre d'avenir. Et je peux vous dire, c'est un casse-tête voilà. Et chacun a une vision des choses, et chacun essaie d'amener sa petite pierre à l'édifice. Et malheureusement, la science... voilà, désolé. Des gens qui ont aussi une question à poser. D'autres questions? C'est une question d'ailleurs. En fait, dans ma région d'origine, c'est-à-dire le sud-ouest, le Lot, le Causse, hein, voilà, quelque chose comme ça, le Causse de Gramat, il y a le chêne des Causses qui fait du bois de chauffe. Bon. Et donc il y a des pratiques de coupe ancestrales, on va dire. Et alors, du temps de mes grands-parents, même de mes parents, il était de coutume de laisser les plus beaux arbres sur le terrain. Et là, récemment, il y a eu une coupe qui s'est faite. Ils ont tout coupé en disant non, les études montrent que c'est mieux. Alors je ne comprends pas. L'objectif, il est clair dans ces cas-là. Les coupes à blanc comme ça. Ah pardon. Les coupes à blanc, telles qu'elles sont pratiquées. En général, c'est dans une perspective de plantation, et de champs de peuple, ou quelque chose comme ça. Même pas. Ben alors, je ne vois pas l'intérêt. Ils ont exploité, point barre. Ils ont tout coupé comme ça. En plus, c'est sur un dévers. Ils ne veulent pas... Alors là, ils mettent en route une érosion de folie, parce que... Bon, c'est pas... Donc ils ont coupé pour vendre, et puis, et puis abandonné. Voilà. C'est du politique aussi. Attends, il y a d'autres questions. Je ne comprenais pas. Oui. Ouais, mais la raison est certainement financière. Ah oui. Moi, je voulais vous poser une question, parce que vous avez dit que l'arbre jeune rendait donc de l'oxygène. Donc si on s'arrête là, il y a un danger. Il y a un danger de couper les vieux arbres pour qu'on ait des jeunes arbres, pour qu'ils nous donnent plus d'oxygène. Ah, vous voulez dire, il ne faut pas trop le dire? Je ne sais pas s'il ne faut pas trop le dire, mais si on ne dit que cela sur l'arbre, ça devient dangereux. Non, il ne faut pas le dire, mais c'est la vérité. Oui, non, mais ça a d'autres, et c'est là où c'était intéressant, c'est-à-dire que ça a d'autres fonctions, l'arbre. Et le vieil arbre a d'autres fonctions que celui de donner de l'oxygène. Mais si on ne dit que... voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Il faut vraiment montrer l'ensemble des composantes positives. Je comprends votre inquiétude. Je vois très bien votre inquiétude. Mais mon problème, il était aussi si vous voulez, le problème, c'est de faire tomber des préjugés, en particulier cette idée idiote de l'Amazonie poumon de la Terre. Non, ce n'est pas toujours vrai, c'est pas vrai dans toutes circonstances, c'est à nuancer fortement. Voilà. Et sinon, vous avez raison, bien entendu. Voilà, moi j'ai juste un commentaire à faire. Oui. Un arbre, dans les meilleures conditions, il peut absorber à peu près 20 kg de CO2 pendant sa phase de croissance. Pas plus que ça. De CO2 pas plus que ça. Et il les met où? Eh bien, dans ses racines, dans son tronc, dans ses branches, dans ses feuilles. Dans ses feuilles, ça finit à l'automne, quand c'est des arbres à fleurs caduques. La plupart des arbres sont petits. Vous parlez pas.
Par les parents 20 kilos par an? Voilà. Ah, d'accord. Ah bon. 20 kilos par an. Oui. Ce qui équivaut... Enfin, c'est pas pendant toute sa croissance, quand même. Même pas pendant toute sa croissance, et vous avez raison. 20 kilos par an dans les meilleures conditions, pendant une période assez courte. Mais 20 kilos par an, c'est quoi? C'est un plein d'une mobilette. Alors, espérer que les arbres... Oui, c'est pas plus qu'un plein d'une mobilette, c'est 20 kilos de pétrole que vous mettez dans votre mobilette, ou une petite voiture, mais déjà 40 kilos. Donc, espérer qu'il y ait une amélioration climatique par la forêt, c'est un espoir qui, pour moi, est perdu. Oui, vous avez raison, mais on va planter beaucoup de mobilettes quand même. On va en planter beaucoup. Mais votre raccourci, pour autant qu'il soit saisissant, n'est pas tout à fait exact. Parce que d'un point de vue chimique, d'un point de vue vous assimilez 20 kg de CO2 à 20 kg d'essence. Et je ne suis pas d'accord, parce que dans 20 kg d'essence, vous avez une masse potentielle de CO2 qui est bien plus importante encore. Ah ben non, c'est pas peut-être, c'est la réalité, monsieur. On peut pas faire des raccourcis comme ça, en disant 20 kg de CO2 égale 20 kg d'essence. Non, ça marche pas comme ça. Ah oui. Trois questions. La première, ma famille est originaire d'une région, de l'autre côté de la frontière, où il y a énormément de châtaigniers. Châtaigniers? Vous n'en avez pas parlé. Non. J'aimerais avoir quelques explications là-dessus. J'en ai pas parlé parce que le châtaignier, bien sûr que c'est une espèce qui existe, mais elle ne nous est pas familière en Europe en tant que... Il ne forme pas des forêts naturelles, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Il est importé, il a été importé. J'ai lu il n'y a pas longtemps son origine, mais c'est une origine orientale. Oui. Il n'est pas indigène de l'Europe. Mais c'est un arbre qui, quand même... C'est difficile de parler d'une forêt de châtaigniers. Je ne sais pas trop ce que c'est. On ne connaît que des plantations de châtaigniers. Ce sont effectivement des plantations. Bon. Mais ça aboutit à des forêts aussi qui ont un certain écosystème avec biodiversité, etc. Pourquoi on n'en plante pas? D'abord, il est exigeant. Où est-ce qu'il y a des châtaigniers en grande quantité? D'abord, un terrain acide. Il y en a de la en général, sur les zones granitiques, où il y a de l'eau qui coule sur le granit. Le granit est imperméable. Et donc, il faut qu'il y ait en permanence de l'eau dans ses racines. C'est le terrain. Donc c'est la roche, le terrain et la roche. C'est ça. Par exemple, le long des lignes de faille en terrain volcanique du côté Clermont-Ferrand, vous avez des châtaigniers. Mais vous ne les avez que là. On pourrait... Mais en Corse, par exemple... Ce sont des plantations, hein. À Orge, dans l'arrière-pays aussi, il y a des châtaigneraies. Oui. C'est des productions... Du côté de Moulinet, par exemple. Voilà, par là-bas, ouais. Bon, eh bien oui, c'est parce que vous avez là des flux d'eau quasiment toute l'année. Il ne faut pas de sécheresse pour le châtaignier. Si vous avez une période de sécheresse, je ne parle pas de sécheresse atmosphérique, mais de sécheresse au niveau des racines, il est cuit. J'ai deux autres questions, mais très rapides là aussi. Quand on lit de vieux textes, je pense au Tour de France par 2 enfants, donc plus de 100 ans, notre région, c'est les agrumes. Pourquoi on n'en trouve plus? Pourquoi ça disparaît? Est-ce que... alors je ne parle pas simplement d'un problème économique, mais est-ce que naturellement, on peut imaginer de planter cela? Et troisièmement, pourquoi chez nous, il y a autant de plantations de palmiers? Ça sert à quoi? C'est pour le tourisme, les palmiers. Les palmiers, c'est l'exotisme, c'est le tourisme. Les agrumes, c'est planté aussi, hein. L'origine, c'est Chine. Bien sûr, ouais. Donc, là, c'est une raison purement économique. Et il se trouve que du côté de Menton et Nice, eh ben, ça pousse très bien. Mieux à Menton qu'à Nice, d'ailleurs. Et on en fait pousser en Corse aussi. Hein. En Corse aussi, vous avez des plantations d'agrumes. Hein. Bien sûr, les clémentines de Corse sont délicieuses. Donc, c'est purement... C'est pas méditerranéen. Et c'est pas méditerranéen. Non, bien sûr que non. Non, c'est une espèce exotique,
dont on peut, les avocats c'est pareil, enfin, bref, tout ça. Mais, voilà. Donc, le mimosa est australien, hein, puis c'est pas un mimosa, c'est un acacia. Mais bon. Donc, vous voyez, on pourrait multiplier les exemples comme ça. D'ailleurs, c'est une peste, hein, le mimosa. Il faut éviter de le répandre. Hein. Moi, j'en ai mis un dans mon jardin. Il pousse tout seul. Hein. Voilà, moi, je voulais revenir sur une expérience à propos des barrières vertes. J'ai fait la route du barrage d'Assouan en Égypte à Abu Salman. Et à un moment donné, il y a des plantations d'arbres, mais pas très haut. Et j'ai demandé quel intérêt ils en avaient. C'est que du coup, ils font des plantations de légumes en plein désert. C'est surprenant. L'agroforesterie, c'est à la mode actuellement. Voilà. Mais moi, il y a une dizaine d'années de cela. Après, autre chose, une réalité aussi de l'Amazonie, parce que j'ai eu en Guyane avec mes frères une entreprise, et j'allais souvent en Amazonie, c'est pas la jungle. Parce que quand on va dedans, c'est tout vide, c'est tout propre. Parce qu'il n'y a pas le soleil qui vient. Les arbres, ils montent à 60 mètres, 80 mètres de haut. Par contre, il y a un gros problème. Si le jour, on déforeste dans l'Amazonie, le sol est très acide. Il n'y a plus rien qui pousse. Et les bagnards, quand ils ont fait les routes, il y a 70 ans, vous voyez, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a que des ronces qui traversent. Il n'y a plus rien qui pousse. En réalité, tous ces arbres qui sont très hauts sont installés que sur de l'humus. Ils n'ont pas de racines dans la terre. Et c'est assez surprenant parce qu'on vous dit la jungle, c'est pas vrai, il n'y a pas de jungle. Vous vous baladez, c'est très sombre. Hein, ça dépend. Voilà. Par contre, ce qu'il y a, que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une végétation qui pousse très vite. Très vite. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Le problème de ces forêts équatoriales, quand on les coupe, c'est que, comme vous l'avez dit, elles poussent. En fait, elle pousse sur de l'humus, sur une épaisseur de matière organique. Quand on coupe, évidemment, cet humus est évacué. Et on se retrouve sur une carapace, une véritable carapace de fer, je dis bien, qu'on appelle la latérite. Voilà. Et donc, on arrive sur un système irréversible, un état d'irréversibilité, parce qu'en ayant enlevé l'humus, eh bien, on se retrouve sur une carapace qui est absolument inculte. Il est impossible de la percer. C'est un phénomène qui est dû aux températures élevées et à la pluviométrie, mais ce sont des processus, on dit pédogéniques, qui est en fait une altération très profonde de la roche, qui relargue énormément de fer, qui migre en profondeur et qui cristallise. Et donc, c'est irréversible, malheureusement. Il y a encore une question, je crois. Hein. Oui, il y a encore une question. Moi, juste là. Alors moi, j'avais lu dans un livre, La vie secrète des arbres, il expliquait, je ne me rappelle plus l'auteur, mais il expliquait quand on abattait un arbre, il rejetait tout le CO2 qu'il emmagasinait. Je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Il rejetait? Oui. Enfin... Le problème, c'est que l'arbre, une fois qu'il est à terre, l'arbre, une fois qu'il est à terre, s'il est laissé en l'état, eh bien, il va passer sous forme d'humus. Si vous voulez, les champignons vont l'attaquer, etc. Ça va faire de la matière organique qui, peu ou prou, quoi qu'il se passe, au bout d'un moment, va retourner dans l'atmosphère sous forme de CO2. C'est l'oxydation, il n'y a rien à faire. Mais est-ce que lorsque on l'abat, vraiment un axe... Non. Parce que alors, tout le bois que vous avez chez vous dans votre maison, les poutres et compagnie, elles ne galarguent pas de soude. Et c'est du CO2 stocké. Et c'est du CO2 stocké, bien sûr. Et même vos livres. C'est pas bien de couper les arbres pour faire des livres. Ouais, les livres, c'est du CO2 stocké. Voilà. C'est mieux que Google. Il y a un monsieur là-haut. Ce sera la dernière, si oui, il y a un monsieur là-haut. Il y a un monsieur là-haut qui lève le doigt, et puis une dame là. Bonjour et merci pour cet exposé qui est très intéressant. Alors je ne sais pas si c'est en phase avec la forêt, mais connaissons-nous les causes des freins des glaciations?
successives, et en particulier de la dernière. Oui. Mais je ne peux pas vous donner de détails, mais on les connaît, oui. Elles sont d'ordre astronomique. Voilà. Alors oui, il y a plusieurs causes astronomiques qui sont à l'origine des phases de glaciation, etc. Vous en avez une qui est vraiment spectaculaire, enfin moi, à mon avis. La galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, met 200 millions d'années à tourner à faire un tour complet. Et lorsque notre système solaire arrive dans une certaine zone de l'espace, il y a là un ensemble de gaz, de poussière qui provoque des phases de glaciation très intenses. Enfin, 200 millions d'années. On a le temps de voir venir. Mais il y a d'autres phénomènes astronomiques à plus haute fréquence qui font qu'on a effectivement des épisodes de glaciation. Oui, bien sûr. Mais c'est purement astronomique. Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner les détails. C'est pas mon métier. Ah ben, les périodes de glaciation sont des périodes d'intense sélection des espèces, de modification de ce qu'on appelle les aires biogéographiques, des répartitions géographiques des espèces, bien entendu, donc, et d'isolation des populations. Des populations se retrouvent isolées, elles vont évoluer pour leur propre compte, ça permet aussi, dans une certaine mesure, l'apparition de nouvelles espèces. Et puis, quand ça s'arrête, eh bien, elle laisse sur place des reliques glaciaires. Par exemple, si vous allez en montagne, dans le coin, vous avez une espèce qu'on appelle le thé des Alpes, Dryas autopétala en latin. Le thé des Alpes, c'est une espèce boréale. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Eh bien, elle est venue pendant la glaciation. Quand les glaciers ralentissent à reculer, eh bien, elle a trouvé refuge sur les sommets des montagnes. Voilà, mais ce n'est pas la seule. Hein. Beaucoup d'espèces montagnardes sont en fait des reliques glaciaires. Voilà. Une question. La dernière, voilà. Je voulais dire que pour le châtaignier, j'ai peut-être la solution. Pourquoi il y a les Cévennes et tout ça? Parce que les Romains, quand ils ont conquis les Gaules, ils ont déforesté tout le bas du Rhône. Ils se sont occupés du delta. Ils avaient même fait un port qui est encore dans Camargue, qu'on a fouillé d'ailleurs. Et ils voulaient avoir le blé pour eux, parce que Rome, c'est une ville qui est riche, où les gens ont les moyens, même certains esclaves, parce qu'ils sont payés par les employeurs par leur maître pour faire certaines choses, ils peuvent accéder comme ça jusqu'à la citoyenneté romaine. Donc ils ont décidé de remplacer, de garder pour eux le blé, même en achetant des gens à qui ils avaient confié des villas, et pour nourrir les populations qui n'avaient plus le blé, ils ont planté le châtaignier. Jusqu'à ce que sous le XIV, tout d'un coup, histoire de lutter contre les protestants, on est coupé dans les Cévennes, dans les côtes, là où est un pays protestant, on a coupé tous les châtaigniers. Parce que plus de châtaignes, pas de nourriture. Pas de nourriture, pas de on meurt, protestants. voilà. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Et voilà, c'est ça, 8h30.